Notre invité est avec nous, Laurent Ozon. Je vais donc lui passer le micro dans un instant. Bonjour Laurent, Bonjour Alexis. vous m'entendez bien? Ouais, toi. Bah écoute, super, on peut se tutoyer, oui, on se connaît. Et j'apprécie les prises de position de Laurent qui a gardé sa liberté depuis toutes ces années pour parler de sujets qui fâchent, évidemment, de sujets importants pour l'ensemble des Français qui semblent être traités avec une légèreté incroyable. Hein. J'en parlais à l'instant dans la revue de presse sur la guerre en Ukraine. On a une semaine des gens qui pensent que l'envoi de troupes, ce serait dangereux. Puis la semaine d'après qui disent que Macron a raison, il faut faire peur à Poutine et puis que ce sera la guerre. On a la crise des agriculteurs avec une colère qui doit être respectée, entendue. Et puis ce matin, eh bien, les agriculteurs de la coordination rurale se sont fait arrêter place de l'Étoile parce qu'on ne doit pas bloquer Paris. On peut bloquer les autoroutes, mais pas Paris. Et puis la question qui se pose, où nous emmène Emmanuel Macron parce que là, ça commence à se voir que au-delà de l'improvisation, il y a un vrai danger d'incapacité en réalité, à savoir, est-il à sa place en tant que chef de l'État? Toi qui regardes l'actualité autant que nous, qu'est-ce que tu penses en fait de ces derniers jours, dernières semaines? Et est-ce que tu es inquiet ou est-ce que tu dis que finalement ça va réveiller davantage de citoyens? En fait, moi, ce que je vois, c'est que on a affaire à une équipe de gouvernement, incluant le président de la République aussi, qui globalement fonctionne comme un, je dirais un troupeau de canards sans tête, si tu veux, Mmh. qui court dans tous les sens et qui savent pas où ils vont. Mmh. Ça me paraît assez évident. Ils savent d'autant moins où ils vont que là où ils vont, c'est pas eux qui le décident. C'est-à-dire que fondamentalement, ils sont en permanence sous la pression d'événements extérieurs en quelque sorte, qui les réajustent, mais on sent bien qu'il n'y a pas d'anticipation. Il n'y a jamais d'anticipation, en fait. Ils Non, sont clairement. autres. La seule constante que l'on peut garder, je dirais qu'on peut mettre au crédit d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a visiblement décidé de hâter l'intégration, l'assimilation de l'État fédéral européen Mmh. et de faire tout ce qu'il peut pour effectuer un maximum de transferts fonctionnels de la France vers l'Union européenne le plus tôt possible. Mmh. Ça, on ne peut pas lui enlever. Je dirais, c'est un partisan de l'État central européen qui globalement est d'une constance, je dirais, dans ses trahisons assez évidentes. Pour les autres, je dirais, ils suivent le mouvement. Moi, ce que Mmh. je vois, je pense qu'il y a un moment où il faut dire les choses clairement. Ce que veut Emmanuel Macron et ce que veulent les journalistes qui organisent la campagne d'intox, de préparation psychologique pour la population, comme ils l'ont fait à d'autres reprises. Hein. Rappelez-vous l'affaire du Covid, rappelez-vous, etc., etc. Donc il y a Ouais. une vraie volonté de créer un stress, en fait, une tension dans la population, et de le faire en maximisant, en quelque sorte, en angoissant les gens. Cette angoisse, elle a deux fonctions à la fin, elle a plusieurs fonctions. La première fonction de cette angoisse, c'est d'éloigner les gens de la réalité de leur vie quotidienne je dirais, du bilan qu'ils peuvent vérifier sous leurs yeux chaque jour, quasiment, de la politique d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement. Ouais. Ça me paraît évident. La deuxième raison, c'est que plus les gens sont stressés, plus ils anticipent le pire, et plus simultanément leur trouille et leur impuissance les rendra prêts à accepter des solutions intermédiaires. C'est toujours pareil, on élargit la fenêtre d'Overton, Mmh. on crée en fait, on crée un stress maximal pour faire passer des choses ad minima que les gens n'auraient pas tolérées en situation normale. Ouais. Et plus on leur fait peur, plus on les inquiète, et plus on les rend consentants, en quelque sorte, à leur propre dépossession, à des mesures iniques, à des transferts de souveraineté massifs, etc., etc. C'est toujours pareil. Vendre la On- peur, asseoir la peur, pour forcer, en quelque sorte, pour effectuer des avancées politiques, légales, etc., etc., et globalement pour nous déposséder de notre destin. C'est toujours la même chose. Mmh. Hein, et créer Et il un y a quelque soulagement. chose aussi de l'ordre
de razzia en fait dans ce projet européen. Il y a le nous sommes en guerre contre un virus, puis il y a nous sommes en guerre, mais pas vraiment contre la Russie. Enfin, il y a toujours l'idée de pour aller vers cette intégration, hein, cette superstructure européenne, de dire il faut qu'il y ait le risque des bombes, le risque d'un virus, enfin une menace exogène perpétuelle pour protéger l'Europe, alors que les menaces existent, hein, elles sont là. On peut parler du terrorisme, on peut parler d'ingérence étrangère et pas seulement russe. Hein. Regardez Pegasus, l'affaire des écoutes des téléphones, mais ça, on n'en parle pas. Les vraies menaces, finalement, on a l'impression qu'elles sont mises loin et qu'on va pousser des menaces encore plus effrayantes pour arriver à ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir, comme tu le disais très justement, que les médias jouent le jeu. Ils sont pas là pour dire stop, c'est n'importe quoi. Et comme je le dis tous les matins, faut pas prendre ça trop au sérieux. Mais c'est très intéressant de voir le rôle des médias et c'est Ouais. très intéressant de voir le rôle des journalistes, hein, qui sont des idiots sans conscience, qui globalement, pour les uns, la plupart des chroniqueurs, des Ulysse Gosset, des Stenzer, etc., sont des gens qui sont bien connus comme étant des agents travaillant pour des intérêts qui ne sont pas ceux de leur propre pays. Ça Mm. paraît. Il faut dire les choses clairement. Un certain nombre de personnes en France et en Europe veulent que la France entre en guerre contre la Russie en Ukraine. Voilà, c'est ça. Et pour ce qui est des Américains, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Les Mm. Américains veulent simplement, et je pense que c'est ce qu'ils essaient d'obtenir, et c'est pour ça que quelque part qu'ils tolèrent et qu'ils continuent à agir pour créer ce stress, veulent simplement que les Européens prennent en charge le budget de la guerre contre C'est ça. en Ukraine Mm. à leurs frais, maintenant que les États-Unis vont s'en désengager. Donc, on a les Américains qui, globalement, n'ont pas forcément envie d'une troisième guerre mondiale, mais qui se disent, bon, plus ils vont avoir peur, plus ils vont s'inquiéter, et plus ils seront prêts à accepter simplement par lâcheté, en quelque sorte, le financement et des budgets massifs et des transferts de souveraineté dans l'Union européenne. On parle maintenant Mm. d'un commissariat à la défense, c'est-à-dire Oui, globalement, j'en ils parlais. veulent au niveau européen. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent en fait tout simplement effectuer le dernier transfert de souveraineté. On maîtrise plus notre monnaie, on maîtrise plus nos frontières, on maîtrise plus nos lois. Ce sont les trois attributs de la souveraineté. Le quatrième, c'est on n'assure plus notre propre sécurité nous-mêmes. Mm. Et ce transfert-là, ils l'obtiendront. Globalement, les eurocrates et les États-Unis obtiendront ce transfert. Je dirais comme ils pensent que globalement, une fois que les gens auront eu peur d'une troisième guerre mondiale, auront eu peur d'une guerre contre la Russie, par l'acheter en quelque sorte, s'ils accepteront le minimum syndical qu'est ce transfert de souveraineté, que sont l'attribution de budget pour que les Ukrainiens continuent à se faire étriper et que les Russes et les Ukrainiens continuent à se faire étriper. Donc, Mm. chacun ses objectifs. La question, c'est de savoir quel est le niveau de conscience d'Emmanuel Macron là-dedans et quel est le niveau de conscience des journalistes. Les journalistes, Mm. on n'en parle pas, il y a des individus, ils n'ont pas tous le même degré de conscience et d'intérêt. Mais une chose est sûre, c'est qu'au niveau, à la tête du pouvoir, on a des gens qui sont capables de prendre des décisions totalement absurdes et de faire tout déraper. Mm. Il y a aussi, alors entre les paroles et les actes, hein, on peut voir un fossé énorme qui n'est pas non plus trop mis en lumière par les médias, mais la question par exemple, de saisir les avoirs hein, de la Banque centrale russe à hauteur de 323 milliards de dollars, les États-Unis expliquent que c'est très facile, il faudrait le faire, il n'y a pas de problème, et on pourrait même gager un prêt à l'Ukraine sur ces avoirs qui seraient saisis. Les Européens sont contre. Parce qu'en réalité, 2 tiers de ces avoirs sont en Europe et si jamais les partenaires européens saisissaient les avoirs d'une banque centrale, c'est une ligne rouge en réalité qui dit à tous les partenaires économiques, bah, vous serez peut-être les prochains, hein, la banque chinoise, puis les C'est ça. Indiens, etc. Et donc, il y a d'un côté les Américains qui poussent au crime, réellement, en disant, mais allez-y, vous avez le droit, de toute façon, c'est des traités, c'est nous qui écrivons la loi internationale, et les Européens qui sont très conscients que s'ils font ça, si les Américains les lâchent, c'est fini. Il y a vraiment un jeu de dupes là-dedans, moi, qui me choque, c'est de voir comment les dirigeants européens ne sont pas capables de voir que les États-Unis jouent un jeu d'affaiblissement, de mise sous tutelle et d'empêchement finalement d'une Europe puissance. Oui, en fait, ils sont plutôt. Le jeu des États-Unis, c'est d'obtenir des transferts, de vider les États et de ce qui reste des États nationaux de leurs prérogatives, de leur souveraineté au profit de l'Union européenne, et que l'Union européenne fasse ce qu'elle fait depuis toujours, fondamentalement, c'est-à-dire de défendre des intérêts qui ne sont pas les siens. Je dis à ceux qui sont
partisans de la paix, de la coopération en Europe, je suis le premier dans ce cas-là, je leur dis simplement, regardez, si l'économie européenne et si l'Europe et si les pays européens sont plus puissants aujourd'hui, sont en meilleure santé, sont en meilleure posture économique qu'avant le début et qu'avant la fusion et avant le traité de Lisbonne. La réponse est non. Tout le monde sait que l'Europe, en fait, détruit les pays européens et que l'Union européenne détruit l'Europe d'une certaine façon. Donc, les États-Unis, eux, sont sur une ligne claire, c'est qu'ils veulent nous faire, ils veulent créer un rideau de fer entre l'Europe de l'Ouest et la Russie qui est le plus grand pays européen. Mmh. Créer une sorte de nouveau rideau de fer entre les deux, de façon à arrimer de façon définitive les États-Unis, l'Europe, l'Union européenne, aux États-Unis. Ouais. Le premier bloc, je dirais, le pays qui était la plus grosse aiguille dans le pied de cette stratégie-là, c'était la France. Mmh. Voilà. C'est pour ça que la France reste, je dirais, le détonateur, d'une certaine façon, de l'Europe, de la conscience, du destin que peuvent encore avoir les Européens sur leur volonté de maîtriser leur propre politique, de décider chez eux de ce qui est bon pour eux, etc. Et ça, on voit bien où les États-Unis veulent nous mener. Évidemment, si nous prenons ces mesures-là, les mesures simultanées qu'adoptera la Russie, parce que la Russie pourra effectivement adopter ce type de mesures aussi, feront que l'Union européenne deviendra une zone d'investissement problématique pour la plupart des économies du monde, et simultanément que la Russie se saisira de la même façon d'avoir européen et donc approfondira encore dans ce jeu de je te marche sur le pied droit et contribuera globalement encore à dégrader notre situation économique, notre situation de puissance, etc. Mais il y a d'ailleurs, c'est vraiment davantage clair du point de vue des États-Unis. La France, Emmanuel Macron, clairement, ne travaille plus pour les intérêts français depuis longtemps, mais c'est assez évident. Une question cependant, c'est Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui de plus en plus commence à montrer des signes d'agacement, ou du moins à clairement montrer qu'il n'est pas du tout sur la même ligne qu'Emmanuel Macron. Son annonce, c'était hier ou avant-hier, notamment en disant non, il n'est pas question de plus de grenades, mais de plus de diplomates en direction de Moscou, le refus du Bundestag d'envoyer des missiles Taurus, les déclarations en disant si vous envoyez des missiles Scalp, donc des militaires français seront là pour les manipuler, tout comme les Anglais ont des militaires sur le sol pour aider les militaires ukrainiens à utiliser les armes qu'on envoie en Ukraine. Est-ce que l'Allemagne est en train de faire sécession ? Non, l'Allemagne a des intérêts. L'Allemagne a des intérêts historiques et géopolitiques à une alliance et une bonne coopération avec la Russie, ça paraît évident. Maintenant, ceci dit, l'Allemagne est, du point de vue de sa politique étrangère et du point de vue d'un certain nombre de ses relais politiques, est une puissance qui est considérablement maîtrisée par les États-Unis. Le problème d'Olaf Scholz, il est simple, c'est que l'opinion publique allemande est extrêmement rationnelle et qu'il a une opposition qui est une opposition qui peut, parce que le système fédéral allemand est conçu comme il est conçu, qui peut considérablement profiter des aventures militaires et des décisions militaires du gouvernement allemand. En clair, si Olaf Scholz prend cette décision-là, il y a toute une partie de la gauche qui va basculer en quelque sorte dans le camp de Wagenknecht, etc. C'est-à-dire de gens qui sont tout à fait à gauche, mais fondamentalement hostiles à la politique de guerre que l'Allemagne adopte sous la pression des États-Unis. Et simultanément, donc, il va perdre toute cette partie de la gauche contre lui, et simultanément, il va faire monter mécaniquement aussi la droite, et la droite de la droite, c'est-à-dire globalement l'AfD, les souverainistes allemands, qui sont eux aussi sur une ligne je dirais anti-OTAN, on va dire critique à l'égard de la politique menée par l'Allemagne en Ukraine. Et globalement, pour lui, le timing est hyper serré. La différence avec Macron, c'est que Macron n'en a rien à foutre. Il considère que les Français sont des larbins et que globalement, à coup d'émissions de LCI, etc., il arrivera globalement à persuader la population, et même s'il ne la persuade pas, quelque part, il s'en fout. Il est président de la République et nos institutions font qu'il est inamovible jusqu'en 2027, quasiment. Donc, il y a quand même des questions qui se posent au sein de l'état-major. Les militaires commencent à se poser de sérieuses questions en disant mais attendez, on était surpris, mais là on n'est pas du tout d'accord. Enfin, il y a des choses qui se disent pas officiellement, mais officieusement, on sent quand même une tension avec l'armée.
Non, mais il y a des tensions partout. Le problème, c'est qu'en France, le système politique français, à cause de du fait des institutions de la Ve République, font qu'il n'y a pas de contre-pouvoir efficace, et que de toute façon, in fine, les généraux obéissent toujours. Ouais. Donc, et que s'ils obéissent pas, on les remplace. Bon, par ceux qui obéissent. Donc, en France, il n'y a pas de contre-pouvoir efficace, il n'y a pas d'opposition, je dirais, qui ait des moyens de pression, parce qu'elle est divisée entre LFI, le Rassemblement national et d'autres. Ces gens-là ont beaucoup de difficultés à s'entendre sur des processus de destitution, etc. Ah, donc, mécaniquement, on va dire, Macron est dans une position beaucoup plus stable du fait des institutions politiques françaises que ne l'est Olaf Scholz, qui lui est dans un système fédéral dans lequel, région par région, Länder par Länder, il peut se voir privé lourdement, et il peut essuyer des échecs politiques et des échecs électoraux graves qui auront un impact durable sur la vie politique allemande. Et c'est ça que Scholz ne peut pas, c'est ce risque-là que Scholz ne peut pas. C'est parce que les institutions, je dirais, politiques allemandes sont plus démocratiques et plus fédérales que celle de la France, que Scholz est obligé de tenir compte de son opinion publique. C'est extrêmement intéressant parce que ça montre qu'il y a un équilibre beaucoup plus réel en Allemagne avec le poids des différents Länder et puis des différents partis aussi. En France, on voit bien qu'il y a la politique du parti unique. Très vite, tous les responsables politiques se mettent d'accord. Il y a des tabous ensuite qui arrivent. On ne peut pas dire que voilà, Emmanuel Macron a dit ça, mais oui, mais bon, en fait, il faut y arriver. Mais est-ce que les élections européennes de juin, c'est pas justement la seule fenêtre de tir pour un camouflet politique au national, même si c'est des élections européennes, qui n'aura pas beaucoup d'impact, sauf peut-être si c'est énorme, une dissolution? Oui, non, en fait, même si Emmanuel Macron se ramasse lamentablement sur les élections européennes, ce qui est tout à fait possible, on pense que Renew va probablement pas faire de très bons scores, l'effet guerre est un effet qui a aussi, sur une partie de l'opinion publique, mobilise une opinion légitimiste. Et donc, plus le stress sera monté, et plus toute une partie de l'électorat qui ne réagit pas fondamentalement à des inputs rationnels, mais fondamentalement à l'émotion, etc., globalement, ira en soutien de façon légitimiste vers le parti du président de la République. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense néanmoins que la majorité de l'opinion publique sera... voilà. Donc, mais je ne crois pas que ce soit le problème d'Emmanuel Macron. Le problème d'Emmanuel Macron, ça sera les élections européennes. Je pense qu'il est persuadé, lui, il est prêt, je pense, à perdre les élections européennes sans problème, si d'ici là, c'est-à-dire d'ici au mois de juin, parce que je dirais à partir du mois de mai, ça va devenir ce genre de discours, si d'ici globalement à mi-mai, il réussit à faire accepter par l'opinion publique, d'abord, que la France... en fait, ça va fonctionner comme ça va être d'abord, on va faire la guerre contre la Russie en Ukraine, ils ne le disent pas comme ça, mais ça veut dire en gros, c'est la même chose. Ça, oui. En clair, on veut vous pousser à valider le fait que la France aille faire la guerre contre la Russie en Ukraine. Quand on y pense, on se met 2 ans en arrière, on se dit, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ah oui, oui. Avec ces dingues, tout est possible. Je veux dire, ce sont des malades. C'est terrible, des malades. Ouais. Au pire, comme probablement l'obtiendront les États-Unis et comme l'obtiendront parce qu'effectivement, il faut un minimum de consensus là-dessus, ça servira à faire accepter des mesures intermédiaires, comme des transferts de souveraineté vers l'Union européenne et comme l'allocation de budget considérable à l'effort de guerre en Ukraine contre la Russie. Et tout le monde sera soulagé, enfin, les gens se disant ouf, c'est pas la guerre, on y va, on n'envoie pas de soldats, mais globalement, ça aura servi à faire. Bon, voilà. C'est la même chose, rappelez-vous, avec l'affaire Covid. Ouais, c'est de l'ingénierie sociale. Voilà, vous aviez des gens qui hurlaient à la mort sur les plateaux en disant on va pas soigner les gens qui sont pas nés machin, il faudrait les mettre dans des prisons, il faudrait ceci et c'est. Plus ils allaient loin dans la terreur et je dirais dans la pression psychologique sur la population, et plus quelque part ils créaient les conditions d'une acceptation de mesures intermédiaires. Et là ils font pareil. Mais ça, c'est aujourd'hui, on voit bien, je parlais du consensus, il y a très peu d'opposition par rapport à cette idée-là. Les voix pacifistes qui sont traitées de pro-Poutine, de pro-russe, de collabo, de ce que vous voulez, mais une guerre contre la Russie, c'est de la folie, soyons clairs. C'est-à-dire que évidemment c'est de la folie, parce que la guerre est toujours une folie. Une guerre entre 2 puissances nucléaires et c'est... Bon, enfin, est-ce que j'ai besoin de développer, quoi? Voilà. Donc, effectivement, tout ça est absurde, tout ça est dingue, et en même temps, si vous voulez, là je reviens un petit peu à ta
première question, c'est-à-dire à qui on a affaire globalement, Ouais. quelles sont les compétences, quel est le profil de ces gens-là. Quand on regarde des vidéos d'Emmanuel Macron, quand on revient un petit peu en arrière, je ne parle pas du traitement des images choisies par les médias qui sont dévolus d'une façon générale, il faut bien admettre, toi tu as fait circuler aussi certaines vidéos pour mémoire, en quelque sorte. Je vais en mettre une, justement, si tu es d'accord. Je vais en mettre une. Alors, c'est pas celle-là, c'est une autre. C'est un discours de campagne du candidat Macron. Je crois qu'on est en 2017. Vous allez voir sur la guerre, justement. Et puis après, on réagira. Et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout. Mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi, je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Voilà. Pas ça, pas ça. Alors, il y a du celles et ceux, il y a du siècle, il y a du somnambule. Ah, ça y va. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? De quelle guerre parle-t-il? C'est le discours des eurocrates depuis longtemps, c'est-à-dire ils jouent sur les sentiments légitimes d'une population qui a vécu, au moins par ses parents parfois, voire par ses grands-parents, mais parfois même directement, la guerre. Et tous les gens qui ont vécu la guerre n'ont pas tellement envie de la revivre. Et donc, le discours des eurocrates depuis 40 ans, c'est d'expliquer que les transferts de souveraineté vers l'Europe et la création d'une Europe fédérale, d'un État fédéral européen, est globalement un pas en avant vers la paix en Europe, etc., etc. Et évidemment, là on retrouve le discours d'Emmanuel Macron avec la dose de psychostimulant qui va avec, parce que là, on voit qu'il est encore dans un état second et bon, c'est la foule, c'est l'énergie de la foule qui le porte. Non, ce gars a vraiment un petit problème, je dirais, de comportement, et on peut légitimement s'inquiéter sur son état psychologique. Oui, j'en parlais tout à l'heure. Je pense que c'est pas un détail. Maintenant, c'est tout le problème, c'est que ce gars-là, on a à la tête d'un pays qui a l'arme atomique, on a à la tête de ce pays quelqu'un qui, d'abord cherche à tuer la souveraineté française, ça paraît évident. Ouais. Visiblement d'autocontrôle, qui a priori est capable de dérapage totalement incontrôlé, y compris même, ça on l'a vu, je dirais, aux autres États avec lesquels il est censé se coordonner. Bref, on a quand même affaire à quelqu'un d'extrêmement inquiétant. Et il est quand même. Je te rappelle Ramayad, qui en 2017, alors qu'elle avait envisagé, on la faisait réagir à une vidéo d'Emmanuel Macron dans laquelle il délirait une fois de plus, etc., qui avait dit. Je pense qu'en dehors des signatures, etc., je pense que quand quelqu'un se présente à la présidence de la République, il faudrait quand même qu'il puisse présenter un bilan psychologique. Parce qu'elle disait très clairement, Ramayad n'est pas une extrémiste, voilà, et Ramayad disait, cette personne a visiblement besoin d'une évaluation psychologique. Et je dirais, c'est le polichinelle, ça. Tout le monde y pense, tout le monde le sait. Tout le monde peut s'en inquiéter à certains moments, bon, voilà. Mais là, en ce moment, particulièrement en guerre et particulièrement dans ce contexte-là, ça commence à devenir franchement un souci d'avoir à la tête de l'État quelqu'un qui non seulement détricote méthodiquement les derniers restes de souveraineté politique. Je rappelle que la question de la souveraineté, c'est pas simplement une question d'autonomie ou de puissance, c'est une question de liberté. Et c'est aussi une question de démocratie. La démocratie ne fonctionne pas sans peuple. Et bon, bref, on va pas revenir là-dessus, mais il n'y a pas, sans souveraineté, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté collective et il n'y a pas de démocratie dans un système comme le nôtre. Donc, oui, c'est inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant on est dans un contexte général où des gens cherchent à pousser à la roue. Je suis pas surpris quelque part de voir les Scholz, alors pour les raisons que j'ai expliquées déjà, mais aussi des États-Unis et d'autres rétro-pédaler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui pensent, à mots couverts, que ce type n'est pas net. Ouais.
Mais que quand même peut-être des dossiers, hein. On se rappelle de Donald Trump avec son dossier President of France qui était bien bien en évidence, et la question qui se pose de ce narcissisme exacerbé en fait, où lui se voit comme un Mandela international, un sauveur du monde quasiment, où la France n'était qu'un marchepied à une carrière internationale qu'il voit encore sporadique. D'où d'ailleurs l'idée de le mettre dans une fusée. Ce serait peut-être le premier président dans l'espace. Peut-être là on pourrait flatter l'ego narcissique d'Emmanuel Macron et en même temps habilement s'en débarrasser, mais on n'en est pas là malheureusement. Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Tu disais qu'il n'y en avait pas dans la cinquième, c'est compliqué, mais est-ce qu'au niveau international, à un moment, les États-Unis vont dire stop en disant bon, cet agent qui s'occupe du secteur France va nous créer beaucoup plus d'ennuis que d'intérêt? On n'a pas affaire qu'à Emmanuel Macron n'est pas simplement un relais d'influence des États-Unis. Hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je ne pense pas que ça soit directement le cas. Il est globalement les relais d'influence d'un certain nombre de puissances financières, qui sont des puissances financières qui pèsent très très lourd dans la balance, y compris sur la politique américaine, mais aussi sur la politique de plusieurs États européens. Et ça, je crois que c'est clair. Donc, les États-Unis, eux, ne veulent pas de troisième guerre mondiale. Ils veulent simplement que l'Europe se ruine en Ukraine et que la Russie se fatigue ou s'épuise dans une guerre long terme en Ukraine, par proxy. C'est l'idéal pour eux parce que globalement, ça ne nécessite pas d'investissement important. L'essentiel, comme disait Victoria Nuland, l'essentiel des investissements qu'ils ont fait en Ukraine revient aux États-Unis par l'intermédiaire d'achat d'armes. Et donc, globalement, c'est une excellente affaire pour les États-Unis. L'Union européenne devient non compétitive à cause de la montée en flèche du prix de son énergie et donc un certain nombre d'entreprises transfèrent leur production hors de l'Union européenne, typiquement aussi aux États-Unis. L'Union européenne achète du gaz américain. La France est devenue le premier acheteur de gaz de schiste. Je le rappelle quand même, le gaz de schiste, c'est-à-dire globalement du processus de production d'énergie qui est le plus écocidaire et chimique. Ouais. Et on n'entend jamais les responsables du mouvement écologiste en parler. Jamais. Il faut se fixer sur Total, qui est à peu près la seule grosse compagnie française qui garde une puissance et une autonomie, et même presque une diplomatie autonome. Mais vous ne les entendrez jamais discuter du fait que la France est devenue le premier acheteur européen de gaz de schiste américain. Avec le port du Havre qui a ouvert de nouveaux terminaux pour accueillir le gaz liquéfié très rapidement. Hein. Ça a été ils continuent à en acheter la Russie accessoirement aussi, donc, temporairement. Oui. Mais une chose est sûre, c'est que pour les Américains, c'est une bonne nouvelle et c'est une bonne affaire à tous les niveaux. Ils n'ont pas du tout envie que ça se transforme, je pense, en conflit nucléaire. Il y a peut-être des faucons un peu dingues dans l'administration américaine qui y tiennent, mais globalement, le système américain est beaucoup plus efficace que ça. Ils ne recherchent pas la guerre mondiale, ils recherchent simplement l'affaiblissement mutuel entre l'Union européenne, entre l'ouest de l'Europe et l'est de l'Europe, parce que la Russie, je le rappelle, c'est le plus grand pays européen, et l'autodestruction réciproque, en quelque sorte, l'affaiblissement réciproque, de façon à vider l'Europe de ses industries et à assujettir politiquement, économiquement et financièrement l'Union européenne. Ça me paraît très très clair. Maintenant, Macron, lui, c'est autre chose. Macron, c'est un type qui est extrêmement inquiétant parce qu'il est totalement ingérable, il a des problèmes de comportement manifestes, il l'a déjà démontré, il manque de sang-froid, et simultanément, il est entouré par une pléthore de gens qui a regardé ses journées, je veux dire, ses journées ministre des Affaires étrangères. On en parlait hier. Ministre étranger aux Affaires. Ouais. Ce type est ce type est une burne. Il est totalement incompétent. Je veux dire, on a eu Villepin à ce poste-là. On a aujourd'hui Stéphane Séjourné. Le gars n'est pas capable de faire un discours de 5 phrases sans faire 3 fautes de français. Ce type est un crétin. Il est dyslexique, nous a-t-il expliqué. Non, mais la dyslexie n'a rien à voir avec ça. Là encore, c'est un nuage, un brouillage qui a été envoyé par les médias, un traitement pour faire oublier que ce type est incompétent. Non, ce que je vois, c'est que Emmanuel Macron est un autocrate violent dans ses comportements, dans ses décisions et dans ses propos, à la tête d'une puissance nucléaire et entouré de larbins avec lesquels il ne communique plus. Mais ça, c'est très clair. Il y a beaucoup d'articles dans la presse qui le montrent. Il n'y a plus de dialogue. Ce type fonctionne tout seul. Il est en roue libre et c'est un vrai danger aujourd'hui, non seulement pour l'équilibre démocratique en France, mais pour la paix dans le monde.
C'est même pire qu'un autocrate. Moi, je parle d'un manager toxique, en fait. Les petits managers de boîte, parce qu'ils se voient Oui, même pas en chef d'État. Il a aucun respect pour la fonction, hein. Donc, c'est vraiment pire encore. On voit l'humiliation, le plaisir qu'il prend à humilier les ministres, les anciens ministres. Et même avec Gabriel Attal, j'ai pas l'impression que ça va bien se passer, même s'il a choisi une sorte de clone pour continuer le travail de SAP, hein, à l'intérieur. Donc, c'est oui, vraiment c'est un très, manager très toxique à compliqué. la tête d'une puissance nucléaire quand même, hein. C'est ça. Alors la puissance nucléaire, évidemment, c'est le problème avec en plus Ah oui. ce changement de doctrine qui a été annoncé dans un discours comme ça sur un coin de table en Suède, en disant que finalement la puissance nucléaire française était à la disposition de tous les partenaires européens. Oui, ben c'est bon, je crois que tout le monde lui a répondu, enfin tous les gens compétents lui ont répondu. La puissance nucléaire est destinée à protéger les intérêts vitaux de la France. Les intérêts vitaux de la France ne sont pas en Ukraine, petit 1, et petit 2, si ce parapluie nucléaire est étendu à l'ensemble des pays de l'Union européenne, alors ça veut dire que demain, le dérapage d'un pays balte qui a des comptes à régler avec la Russie, quelque part entre Kaliningrad et la frontière finlandaise, ou n'importe quoi d'autre, nous entraîne mécaniquement dans la mise à disposition d'autres armes nucléaires euh, pour des gens et avec la politique de personnes qui ont parfois à raison des comportements. Quand je dis à raison, ça veut dire qu'il y a une histoire aussi, il faut comprendre Oui. voilà. Mais on ne peut pas mettre à la disposition de l'Union européenne et pourquoi pas du monde entier demain une arme nucléaire, simplement l'arme nucléaire française, parce qu'elle a été conçue précisément comme un moyen de stabilisation, un moyen d'équilibrage, et non pas comme comment dire, et non pas comme une technologie là, qui a été financée par les impôts des Français depuis des dizaines d'années, mais on ne va pas être mesquin, mais elle n'est pas conçue pour prendre en charge la sécurité de tous les pays européens, en particulier quand un certain nombre de ces pays européens ont à leur tête des dirigeants qui sont légers, et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire des gens Ouais. qui sont des Macron empires. Ouais. Parce que dans les pays baltes, on a quand même une sacrée bande de gugus aussi à la tête des États. Bah, chacun est un peu à l'image, hein, d'Emmanuel Macron, une sorte de néo-manager qui s'occupe d'un marché, hein, plutôt que d'un Oui, pays. oui, C'est bien oui, oui, tout le c'est problème. pas faux. Les Gauleiter, toxiques. Euh, Je voulais parler avec toi, au-delà bien sûr du cas Macron et de Ouais. l'avenir sombre de l'Europe, de la crise agricole qui réveille quand même pas mal d'évidences, hein, de choses ancrées et profondes sur la construction, la destruction européenne, hein, sur la destruction de l'agriculture, sur le traitement aussi d'un métier essentiel à la vie des humains sur Terre. Qu'est-ce que toi tu vois de cette crise? On a vu hein, très rapidement les cabinets de conseil arriver et essayer d'endormir le truc avec Gabriel Attal sur un tas de foin, expliquant qu'il avait compris. Et puis on se rend compte que ben non, rien n'a été compris. Il y a eu bien sûr la séquence samedi dernier au salon de l'agriculture où des agriculteurs d'extrême droite manipulés par la Russie ont été là pour empêcher la déambulation d'Emmanuel Macron. Ça, je singe, hein, et c'est du second degré, vous l'aurez compris, les paroles des chaînes d'infos en continu. Cette crise agricole, est-ce qu'elle pourrait marquer peut-être un tournant, peut-être une prise de conscience sur la nécessité d'une souveraineté plus large et puis d'un changement de politique et de personnel politique plus profond? La souveraineté alimentaire est une question fondamentale. La question, c'est de savoir Mmh. pourquoi on produit. Est-ce qu'on produit d'abord pour l'exportation? Est-ce qu'on produit, comme disait l'autre, des calories à exporter, hein, pour reprendre le vocabulaire de manager d'Emmanuel Macron? Oui, il parlait de Euh, calories, c'est fou, hein. Voilà, c'est des calories à exporter. Donc, non mais voilà. Donc, la crise agricole, elle est intéressante parce que elle est intéressante et en même temps, elle est frustrante parce que Mmh. les médias empêchent en fait les gens de voir qu'il n'y a pas le monde agricole, ça n'existe pas. Voilà. Non. Il y a d'un côté, je dirais, la FNSEA qui garde un contrôle relatif sur une partie de la population paysanne et la partie de la production agricole française par des tas de façons. Une tentacules de la FNSEA sont partout, hein. Et derrière la FNSEA, il y a les lobbies de l'agroalimentaire, de l'agrochimie, etc., etc. On arrive au moment où la divergence d'intérêts profonde entre, je dirais, les managers agricoles, dont le patron de la FNSEA est une figure emblématique, hein. C'est tout sauf un paysan, ce gars-là, hein. C'est C'est un industriel, un un industriel businessman, dirigeant d'une entreprise multinationale agroalimentaire. qui a Voilà. touché d'ailleurs beaucoup d'argent de l'État hein, aussi. On l'a appris récemment. Il profite aussi largement hein, de nos impôts.
Avril, Macron a travaillé pour Avril. Il faut se souvenir quand même que Macron a effectué des missions professionnelles pour le groupe Avril. D'ailleurs, il avait travaillé aussi pour Pfizer, on l'oublie trop souvent. Mais avant la crise, Macron avait travaillé directement, par le biais de son cabinet, avait travaillé avec Pfizer, avait travaillé Et pour Nestlé. Pfizer. Voilà, sur la branche, je ne sais plus, Alicamment ou un truc comme ça, où il avait fait un deal à plusieurs millions entre Nestlé et Pfizer. Ouais. Voilà, donc il connaît très bien ces entreprises, il connaît très bien le groupe Avril, et il connaît très bien le dirigeant de la FNSEA. La petite crise de remontée le problème de la FNSEA, c'est de garder le contrôle des troupes. Il y a des élections bientôt syndicales dans le monde agricole, et tout le monde, les paysans commencent à comprendre qu'entre les intérêts de Rousseau et de la FNSEA et des gros, on va dire, qui, eux, profiteront toujours de la politique de remembrement voulue par l'Union européenne, c'est-à-dire en gros des exploitations immenses, mais totalement mécanisées et sulfatant des OGM et des produits chimiques, et de l'autre une agriculture paysanne conçue pour faire des produits de qualité et alimentant essentiellement un marché intérieur. Entre ces deux mondes-là, entre la petite exploitation et les énormes exploitations, il y a évidemment des étapes intermédiaires, il n'y a pas que ces deux je dirais pôle-là, mais tout le monde a bien compris, en tout cas à gauche, c'est-à-dire côté agriculture paysanne, que la FNSEA ne défendait pas leurs intérêts. Tout le problème, en fait, c'est que la FNSEA devait continuer à garder le contrôle de la colère paysanne pour pouvoir ne pas se faire bâcher aux prochaines élections et perdre petit à petit l'emprise qu'elle a sur le monde paysan. Et voilà. Et tout le jeu, en fait, de l'union d'Emmanuel Macron, c'était d'accompagner l'évolution de la politique agricole européenne qui est en faveur de ces énormes exploitations totalement mécanisées, etc. Le modèle qu'on connaît bien, qui a abouti à là où on en est aujourd'hui, hein, avec la ruine et puis le suicide en fait du monde paysan. Et c'est d'accompagner ce processus-là dans le cadre des institutions européennes et simultanément de permettre à la FNSEA, au monde agricole, à la FNSEA, de garder globalement un contrôle sur ses troupes. Parce que les paysans sont plus très nombreux aujourd'hui, ça représente moins de 1% de la population française, mais leurs moyens technologiques et leurs moyens de pression sont énormes. Et donc, si la FNSEA perd le contrôle de la population agricole française, ça va mal se passer. Et donc, parce qu'en fait, c'est une cogérance entre l'État et la FNSEA depuis des années avec l'argent de la PAC qui est redistribué de cette façon-là. Il y a aussi, au-delà de l'enjeu FNSEA, l'enjeu Ukraine. L'Ukraine qui a été déclarée accélérée pour rentrer dans l'Union européenne, c'est Jean-Pierre Chevènement qui dit « mais attendez, il faudrait peut-être un vote au Parlement, un référendum pour tout nouvel élargissement ». C'est dans les textes. Là, il n'est pas question de ça. Mais le modèle agricole ukrainien, c'est l'achat de terre par la finance internationale. On parle de BlackRock qui se positionne pour la reconstruction, mais qui est déjà là sur les terres agricoles, et puis des ultra-exploitations, que ce soit le poulet ou les céréales, qui profitent à des milliardaires qui ne sont pas des paysans. Oui, alors il faut quand même pas trop jeter la pierre à l'Ukraine de ce côté-là, parce que c'est le cas de la majeure partie de l'agriculture dans un certain nombre de pays européens, en particulier en France. Hein. Les déserts céréaliers de la Beauce sont là pour nous rappeler que ce modèle agricole-là, on le connaît d'autant mieux qu'on l'applique aussi chez nous. Il faut rappeler qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas des puissances archaïques et dépassées comme l'Autriche ou l'Allemagne. L'Autriche, je crois que c'est 28% de surface consacrée à l'agriculture biologique et paysanne. Voilà. Donc il faut se rappeler qu'il y a d'autres modèles agricoles possibles pour produire de la qualité qui ne soit pas écocidaire et simultanément qui nous assure une souveraineté politique. Donc c'est un enjeu important. Et là encore, une fois encore, Macron accompagne le modèle de soviétisation et prolonge le modèle de soviétisation de l'agriculture européenne. C'est le retour des kolkhozes. Et simultanément, doit, pendant les phases transitoires, il reste encore des paysans qui sont capables de monter sur leur tracteur et de se faire sauter le caisson ou de prendre et d'intervenir. Tant qu'il en restera, il faut que ces gens restent sous le contrôle de la FNSEA, persuadés que ce syndicat les défend, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a jamais été le cas. Voilà, c'est tout l'enjeu. Et c'est pour ça qu'actuellement, les sorties... je dirais, d'agriculteurs en colère au salon de l'agriculture, etc., sont gênantes pour la FNSEA parce qu'elle doit faire mine d'épouser la colère des paysans, de ne pas être d'accord avec ce que va dire Macron, etc., tout en sachant que c'est fondamentalement le modèle qu'elle défend, le modèle d'organisation agricole qu'elle défend depuis 40 ans.
Alors, Mais il y a d'autres organisations syndicales qui sont là aussi. On parle de la coordination rurale, la confédération paysanne. Il y a quand même aussi un monde syndical autre que la FNSEA qui commence à faire parler de lui et à montrer qu'il y a peut-être une autre agriculture possible. Est-ce que là, il y a une chance que les choses changent aussi sur le terrain? alors, on peut l'espérer. On peut l'espérer. Simplement, c'est pas parce que la FNSEA est toxique pour le monde agricole, pour la souveraineté de la France et pour les modèles de production alimentaire que nous voulons. C'est pas parce qu'elle est toxique que les autres sont forcément fantastiques. Je veux dire, mais une chose. Ah, on a perdu la connexion. Contribuera globalement. Ah, on a été coupé. Ouais, c'est revenu, c'est bon. Tout ce qui contribuera globalement à affaiblir l'emprise de la FNSEA sur le monde agricole ira dans le bon sens. Ça, je le pense. Voilà. Maintenant, il y a aussi des syndicats là-dedans, des syndicats agricoles, qui sont globalement idéologisés dans d'autres sens. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde paysan a besoin globalement de comprendre qu'il n'y a pas, il n'y a pas de solution dans le modèle industriel centralisé soviétique voulu et organisé par la politique agricole commune de l'Union européenne depuis 40 ans. Là, le résultat est clair. Regardez ce que ça a donné, jugeons l'arbre à ses fruits et regardons ce que cette politique-là a produit, a donné, et disons-nous simplement que d'autres modèles sont possibles. Une chose est sûre, c'est que le jeu de dupes entre la FNSEA et le gouvernement, qui se connaissent très bien, d'abord parce que Macron a travaillé pour le groupe Avril, que Rousseau est le président du conseil d'administration du groupe Avril, et etc., etc. Tous ces gens sont main dans la main, se connaissent bien, ils se tutoient, ils bossent, ils mangent ensemble, etc. Ils sont potes. Voilà, ce sont des managers, ils sont tous potes, ces gens-là. Et donc, tout le problème, en fait, pour le monde paysan, c'est d'allumer ces lumières à un moment et de se dire, mais fondamentalement, est-ce que la FNSEA, est-ce que ces gens-là représentent nos intérêts ? Est-ce qu'ils représentent les intérêts de la France ? C'est encore autre chose, mais est-ce qu'ils représentent nos intérêts ? C'est pas le cas. Donc toute diversification, et donc en vue des élections qui vont avoir lieu bientôt, tout ce qui contribuera à montrer, à mettre en évidence la trahison des intérêts agricoles, des intérêts de souveraineté français, des intérêts qualitatifs, écologiques et de puissance économique par l'industrie agroalimentaire et l'agrochimie au travers de la FNSEA ira dans le bon sens. Et sur un autre thème que tu connais depuis très longtemps, je rappelle notre invité Laurent Ozon était essayiste et analyste scientifique et connaît bien ces sujets de l'agriculture et de l'écologie. L'écologie, justement, écologie qui est devenue là encore un marché, un outil de croissance sur des nouveaux secteurs poussés par les cabinets de conseil, avec bien sûr la question carbone, mais aussi la question énergie renouvelable, où on voit d'ailleurs que les objectifs européens ont été mis à la poubelle très rapidement par Ursula von der Leyen en disant que c'était une blague, on va passer à autre chose. Comment tu vois, là encore, l'agitation autour de l'écologie, alors qu'en réalité, très peu de choses vont dans le bon sens. On parlait du gaz naturel liquéfié, on peut parler de la voiture électrique et en fait un pont d'or fait aux constructeurs chinois et américains, on peut parler de plein de choses, mais où est l'écologie dans tout ça ? À nulle part, parce que fondamentalement, l'écologie, c'est... d'abord, l'écologie, c'est pas l'écologisme. Bon, c'est deux choses différentes. L'écologie est une science à la base. C'est la science qui s'occupe des interactions existantes entre les êtres vivants et leur milieu. Bon, voilà. C'est une méthode scientifique. Cette méthode, c'est en gros, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que pour comprendre les particularités d'un être vivant, il faut l'étudier dans le contexte des relations avec les autres espèces auxquelles il appartient et dans l'écosystème auquel il est adapté. Bon, je passe là-dessus, je ne vais pas faire un topo sur l'écologie maintenant, mais une chose est sûre, c'est que ce que l'on sait, c'est que l'écologie a été créée par des gens qui étaient issus du monde des sciences du vivant, c'était le cas de Richter, etc., etc. Donc des gens qui avaient tous une formation scientifique et une formation dans le domaine des sciences du vivant. Ce qui faisait que quand ils parlaient d'un dossier environnemental ou d'un dossier de pollution ou d'un dossier de destruction de la nature, en général, ils étaient quand même capables d'avancer des arguments, des études. C'était des scientifiques, ces gens-là. Depuis 30 ans, depuis l'époque Voynet, pour faire simple, l'écologisme en France, c'est devenu globalement, je dirais, une usine à petits escrocs, je dirais, arrivistes,
qui globalement sont incapables de se situer par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier ou l'histoire du Parti socialiste. Bon, tu connais cette histoire, etc. Qui sont incapables de se situer dans les, je dirais, dans les héritages politiques et passionnels des crises sociales de la France de ces dernières années, de ces derniers siècles, et qui globalement part du principe que l'écologie, ça veut dire tout et n'importe quoi, et que globalement, on va pouvoir tout dire. Ces gens-là ne connaissent rien à l'écologie. Regardez leur CV, c'est pas compliqué. Regardez le CV de tous ces gens-là. Ils n'ont aucune compétence en matière scientifique, ils n'ont aucune compétence en matière de sciences du vivant particulièrement. Il y avait une exception récente à cela, c'était Michel Rivasi. Voilà. Michel Rivasi, qui est décédé récemment, qui était d'ailleurs une aiguille dans le talon de la technostructure bruxelloise, parce que globalement, elle les emmerdait sur à peu près tous les dossiers. C'est-à-dire sur le dossier des OGM, sur le dossier nucléaire, Covid, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, l'écologie politique, c'est globalement une écurie arriviste. Et globalement, ces gens-là ne défendent pas, ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent d'écologie, n'ont aucune compétence en la matière. Bon, moi, je ne dis pas que je suis un spécialiste, mais enfin, j'ai dirigé pendant 5 ans une revue d'écologie scientifique et politique, donc je connais un petit peu le sujet quand même, et je peux vous assurer que tous ces gens-là n'y connaissent rien, mais ne sont jamais mis en face, en quelque sorte, de leur recrutement et de leurs propos, en face de leurs responsabilités ou de leurs analyses. Et globalement, ces gens-là, leur discours minimaliste, c'est en gros, je dirais, le climato-apocalyptisme. En gros, je veux dire, le stress climatique est venu remplacer tout ce qui constituait la critique ou l'analyse des écologistes sur le modèle des sociétés que nous organisons. L'écologie politique a critiqué le modèle productif et agricole. L'écologie politique a proposé des changements institutionnels sur l'organisation de la démocratie, etc. C'est un mouvement qui avait une grande richesse à la base. C'est un mouvement passionnant, le mouvement d'écologie politique. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, ces gens-là, les gens qui incarnent et qui ont pris le contrôle de ces institutions politiques-là, sont globalement des crétins, plus ou moins wokistes, qui globalement relaient les discours des technostructures. Mais que penser par exemple, qui est derrière le mouvement Stop Oil, hein? C'est ces jeunes en t-shirt qui vont dans les musées s'attaquer aux œuvres d'art et qui expliquent qu'on va tous crever parce que on utilise le pétrole. Enfin, on a l'impression d'un culte de la mort où on envoie des jeunes comme ça se sacrifier et sacrifier des œuvres d'art. Qui est derrière ça? Bon, ça serait un peu compliqué à expliquer. Disons qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que... alors, il faut toujours analyser ces éléments-là de façon immunitaire. C'est-à-dire, la question, c'est pas qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce que ça provoque. En fait, on sait qu'une action de ce genre-là n'emporte pas l'adhésion de la population. Voilà. Et je pense qu'il y a les crétins qui l'organisent en se persuadant, parce qu'ils vivent dans leur petit monde d'adolescents boutonneux, plus ou moins perturbés hormonalement, qui se persuadent que c'est utile et que c'est bon pour la planète. Bon. Et des neuneux, quoi. Et puis, il y a l'immense magie. Il y a les gens intelligents qui probablement les financent et qui savent que, en favorisant ce type d'action, ils produisent probablement l'effet inverse. Ouais. Donc ce serait des lobbies du pétrole qui financent ces actions. Écoutez, je vous rappelle un truc, c'est que Maurice Strong, qui est l'organisateur des sommets de la Terre, qui est l'organisateur de la première commission Brundtland, qui est l'organisateur qui a créé le GIEC aussi, etc. Maurice Strong, qui est la tête pensante et qui est le parrain politique, sans vilain jeu de mots, je fais pas référence à la mafia, quoique, mais qui est le grand sage, celui qui a influencé Klaus Schwab, qui est à la tête du World Economic Forum. Donc, Maurice Strong, c'est l'ancien dirigeant de Petro-Canada, qui était la deuxième structure de production pétrolière du Canada. Et je pourrais vous faire une liste longue comme le bras de gens qui ont lancé des institutions internationales en matière écologique pour en faire ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et ça, c'est encore une fois, il ne faut pas confondre, je dirais, l'écologie oligarchique avec l'écologie populaire. L'écologie populaire, c'était des scientifiques, des gens compétents, des gens qui se révoltaient contre la destruction de la nature, de l'environnement, la destruction des espèces, etc., parfaitement légitime. Et de l'autre, l'utilisation de la thématique écologique et écocidaire par des intérêts et pour des intérêts divers et variés. Une chose est sûre, c'est que quand on analyse les actions des uns et des autres, il ne faut pas se contenter de les analyser. On peut les analyser du point de vue des gens qui les font,
En général, ça ne vole pas très haut, et il faut peut-être pas trop perdre son temps avec ça, mais on peut aussi les analyser du point de vue de l'effet qu'elles produisent. Or, moi, ce que je sais, c'est que les crétins qui se collent les mains sur le bitume et qui créent des embouteillages monstres pour empêcher Joseph et Mustapha d'aller bosser le matin, ces gens-là n'ont personne derrière eux. Et s'ils le font, et s'ils sont financés, si on leur permet de le faire, c'est parce que globalement, ils provoquent un certain nombre de réactions. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui pensent que c'est une bonne chose, parce qu'il y a aussi une forme d'hystérie derrière la crise climatique. Bien sûr. Oui. Et on voit, typiquement quelques journalistes, etc., on voit qu'il y a une volonté d'hystériser, en quelque sorte, la crise climatique. Mais pour l'instant, vous remarquerez que personne n'en parle, et vous remarquerez que tous les gens qui hystérisent la crise climatique ont mis la sourdine, se sont tous d'ailleurs rangés plus ou moins derrière je dirais, la nouvelle croisade anti-russe, voire anti-totale, et ne trouve rien à redire au fait que la France devient le premier importateur mondial de gaz de schiste. Donc vous avez ça, vous avez d'un côté... Ça, et la lutte aussi contre les militants écolos, enfin, sur l'autoroute A69 par exemple, c'est quand même l'ONU qui a mis la France sous pression, hein, c'est Libé qui nous apprend ça. Le rapporteur spécial de l'ONU a demandé aux autorités françaises d'agir sur la répression policière qui vise les activistes du projet. On se rappelle de la guerre pour les méga-bassines, enfin on voit que l'État français, quand il est question de certains militants écologiques, sort les blindés et il va avec une violence qui rappelle celle contre les Gilets jaunes. Oui, et cette violence d'ailleurs est partagée. Moi, j'ai commencé mon militantisme quand j'étais post-ado, en allant défendre en allant occuper des chantiers d'autoroute et en démontant du matériel de chantier pendant la nuit pour bloquer des chantiers d'autoroute pour des autoroutes à camions qui devaient passer sur des réserves naturelles dans les Pyrénées, hein, parce que ma famille est originaire de là-bas, donc voilà. Et donc c'est des sujets que je connais un petit peu. Une chose est sûre, c'est que le monde écologique, c'est le terrain d'intervention, d'intérêts extrêmement contradictoires, qui sont beaucoup plus difficiles à décrypter qu'on ne le croit, et dans lequel chacun joue sa partition. Voilà. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant de noter, simplement, et je pense que ça plie le game, comme dirait l'autre, ce qui est intéressant de noter, c'est que toutes ces organisations et tous les porte-paroles de l'écologie politique ne disent rien sur le fait que nous sommes devenus le premier importateur européen et peut-être même mondial de gaz de schiste américain. Quand on sait comment est produite cette énergie, je dirais, voilà. À la limite, on pourrait discuter de tas de trucs et des gogoles boutonneux qui se collent les mains sur le bitume ou qui vont taper sur les vitres d'œuvres d'art, qui sont des crétins abrutis. Mais le plus fondamental, c'est ça. Ces gens-là ne sont pas sincères. Ces gens-là sont des menteurs. Ce sont des escrocs. Et donc, il ne faut pas, non seulement pas leur faire confiance, mais ne jamais oublier que fondamentalement, ça n'est pas l'écologie qui les intéresse et que globalement, par exemple, typiquement, le pacifisme et l'écologie politique, c'est une vieille histoire d'amour. Je veux dire, tous les mouvements écologistes, jusque dans les années 90-95, étaient pacifistes. Pacifistes, quoi ? Ça veut dire contre la guerre nucléaire, contre l'armement, pour la recherche de solutions diplomatiques, je veux dire, c'était pas simplement un pacifisme bêlant, c'était aussi un pacifisme méthodologique. Le pacifisme, c'est pas forcément quelque chose d'inintéressant, c'est pas forcément à déconsidérer comme non réaliste ou comme irréaliste. Bien sûr. Rappelons-nous une chose, c'est que les États en guerre ou les États dans situation de guerre sont des États qui deviennent tous liberticides pour leur propre population. Bien sûr. Rappelons-nous ça. C'est pas simplement un enjeu de sécurité internationale, c'est pas simplement une question d'argent, c'est aussi fondamentalement une question de liberté. Au nom de la guerre, au nom du droit de la guerre, au nom de l'urgence de la guerre, on va vous priver de vos libertés, on va vous priver de vos droits et on va vous priver de votre souveraineté. On a vu de quoi ils étaient capables pour un virus. C'était quand même exceptionnel. Moment virus pour un virus, voilà, de la grippe un peu musclée, le Covid. On a été capable quand même de folie sur les plages dynamiques, sur le pass vaccinal, sur les confinements, sur ensuite les amendes si jamais vous étiez dans la forêt en train de faire un jogging, mon Dieu, à plus de 1 kilomètre de chez vous. Enfin, on a vu la folie réglementaire possible sur un truc pareil. Donc si jamais c'est la guerre, imaginez les couvre-feux, imaginez les amendes, imaginez ensuite la loi de programmation militaire avec la réquisition des biens et des personnes et des entités aussi industrielles. On est là vraiment quand je parlais d'Eurasia et de 1984, c'est pas
c'est pas conspi, c'est pas une blague, c'est que derrière, vous avez des gens qui, très sérieusement, font des textes de loi de dingue. Oui, et toi comme moi, on fera très, très probablement partie des gens qui se retrouveront en cabane dans ce cas-là. Il y a moyen. Bah, on fera tout pour éviter, évidemment, mais clairement, à partir du moment où vous êtes celui qui dénonce, celui qui se rend compte aussi de la supercherie et celui qui refuse en fait cette privation des libertés, parce que pour moi, ça me paraît être le combat essentiel de siècle. Hein. On voit très bien que partout, c'est le combat, c'est celui pour les libertés, liberté d'expression, mais aussi liberté physique, parce qu'on est en train de mettre en place une société du crédit social, et ça, c'est assez évident hein, sur la disparition de l'argent physique, sur l'idée du carbone aussi, hein, faire en sorte d'avoir un crédit carbone à vie. Qu'est-ce que tu penses aussi de ça? Est-ce que ça, c'est de l'écologie ou est-ce que c'est encore un moyen de contrôle et de privation de liberté? C'est un moyen de contrôle, évidemment, parce que grâce à ça, tout fonctionne de pair. Hein, l'argent, la numérisation de l'argent, la disparition de l'argent liquide. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens, c'est bien de râler, etc. Mais à chaque fois que vous payez quelque chose par carte bleue directement auprès d'un commerçant. Pire, par téléphone. Maintenant, tu as la carte dématérialisée, les gens payent avec leur téléphone. Je ne suis pas certain que ça soit pire, mais c'est globalement la même chose. Et effectivement, à chaque fois que vous le faites, vous contribuez globalement à faire descendre la quantité d'argent liquide en circulation, etc. Donc, payer en liquide, c'est un moyen très concret quand on n'a pas le temps, qu'on a un boulot et quand on a autre chose à faire et qu'on n'a pas le temps de faire de la politique, etc. C'est un moyen très concret de militer. Tirer de l'argent au distributeur avant d'aller faire ses courses et faire ses courses en liquide, c'est quelque chose de fondamental. Bon, je ferme la parenthèse, mais une chose est sûre, c'est que ces enjeux-là sont des enjeux de contrôle, évidemment. Voilà. Et donc, dans le processus de soviétisation hostile de se vivre tous ensemble sans nous, si je puis dire, qui est en train de se construire, nous allons perdre pan par pan les moyens d'une expression politique souveraine. Ça, c'est les transferts vers l'Union européenne de quasiment tous les leviers de la souveraineté, mais individuellement, la question de la souveraineté ne doit pas se penser au niveau des États seulement, elle doit se penser au niveau des individus, des familles, au niveau des villages, etc. La question de la souveraineté, j'utilise le terme de souveraineté profonde, par opposition à la souveraineté superficielle, en quelque sorte. La souveraineté, c'est pas simplement une question encore une fois, c'est pas simplement une question de liberté, c'est une question de survie presque. Si demain, comme vous l'avez vu avec la crise des camionneurs au Canada, vous avez un gouvernement qui est capable de faire saisir uniquement vos banques, vos comptes en banque, de bloquer vos comptes en banque parce que vous faites un don de soutien à des camionneurs en grève. Voilà, je rappelle d'ailleurs que la plupart de ces mesures ont touché les crypto-monnaies. Hein, les gens qui avaient des cryptos se sont vus bloquer aussi. Tout a été bloqué par le gouvernement de Trudeau. Et c'était assez glaçant de voir d'ailleurs que ça passait. Hein. Finalement, c'était vu comme une mesure tout à fait normale. Non, parce qu'il faut regarder le niveau électoral. Juste un truc. Je pense que cette crise-là est très très mal passée en fait dans la population. Maintenant, il y a des gens pour les soutenir, évidemment. Comme des macroniais, des macronards, comme dirait Philippe. Donc il y a effectivement des gens qui sont toujours prêts à valider, qui sont prêts à nous emmener, je dirais, au goulag numérique sans absolument aucun état d'âme à partir du moment où ça va permettre de protéger leur petit confort jusqu'à la fin. Merci beaucoup Laurent Ozon d'avoir été notre invité. C'était passionnant d'avoir traité de tous ces sujets. Est-ce que tu as une actualité en ce moment, un ouvrage à défendre ou quoi que ce soit? Écoute, je termine un livre là qui devrait être. J'essaie de terminer mon livre qui est à 95% écrit, mais j'ai encore besoin d'un petit peu de temps, peut-être 2-3 semaines pour le boucler. Bon voilà, et je suis en conférence au Cercle Aristote lundi 4 à 19h30 à Paris. Donc pour ceux que ça intéresse, ils vont sur le compte Twitter du Cercle Aristote, etc. Et il y a les coordonnées pour pouvoir s'y rendre si ça vous intéresse. Voilà, le 4 mai à Paris. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde, donc arrivez plutôt un peu plus tôt qu'un peu plus tard. Il y aura sans doute beaucoup de monde. Merci d'avoir été avec nous. Entretien passionnant. On pourrait continuer pendant des heures, mais je pense que tu seras de nouveau à ce micro pour parler d'autres sujets parce qu'il y a beaucoup à dire sur la façon dont ça se fait. Je te souhaite une bonne journée. Et puis donc, lundi 4 au Cercle Aristote, si vous souhaitez poursuivre le débat avec notre invité Laurent Ozon. Merci, bonne journée. Salut.
Voilà, de quoi remettre un peu les pendules à l'heure et voir comment tout ça se profile. Évidemment, c'est pour ça que je voulais avoir, Laurent au micro du Monde Moderne. On va continuer d'avoir ce format avec des invités. Si ce format vous plaît, ben, n'hésitez pas, hein, soutenez notre travail. Patreon.com/Le Monde Moderne. Abonnez-vous à la chaîne du Monde Moderne sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux. Je suis également sur Telegram sous mon nom, Alexis Poulain. Et puis, vous pouvez partager nos contenus. Ça, c'est extrêmement important aussi auprès de ceux que vous connaissez, pour que notre audience puisse être plus large, parce que vous voyez, ce genre de discours qui permet quand même d'avoir des clés autrement plus costauds que quelques vociférateurs de plateaux mainstream, permet quand même d'avoir une vision, une réflexion un peu plus poussée sur les sujets importants du moment. L'écologie est un, évidemment, mais il mérite mieux que des campagnes de marketing. Voilà.